Bonjour et bienvenue sur Via Sophie pour cette nouvelle émission à l'occasion de la journée franco-allemande de ce vendredi 22 janvier. Au programme, tout d'abord, nous recevrons Madame Anne Tallino, secrétaire générale de l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse. Ensuite, nous introduirons l'allemand euro avec Madame Fèvre, professeure de notre lycée. Adèle et Sarah nous parleront ensuite de l'histoire et des liens qui existent entre nos deux pays. Puis nous terminerons avec l'interview de notre ami allemand Yang Yang, puis par celle de Monsieur Merlin, notre professeur d'allemand. Los! Via Sophie. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive l'amitié franco-allemande. Podcast Your Opinion. Bonjour Madame Anne Tallino. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'OFAGE. Tout à fait, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Oui, tout à fait. Eh bien, pourriez-vous tout d'abord nous présenter un peu plus en détail l'OFAGE ? Depuis quand est-ce que ça existe ? Qu'est-ce que c'est plus précisément ? Eh bien, écoutez, l'OFAGE, justement, est né un 22 janvier, c'est-à-dire à la date aujourd'hui. Il est né, sa naissance a été consacrée par le traité de l'Élysée, qui est un traité qui a été signé en 1963 et qui consacrait donc une coopération, une relation intensive entre la France et l'Allemagne, et dont l'objectif était à ce moment-là, par la création notamment de l'OFAGE, de rapprocher les sociétés des deux pays. Et la voie qui a été choisie, ça a été de rapprocher les deux jeunesses pour que les jeunes Français et les jeunes Allemands apprennent à se connaître, vivent des expériences communes, découvrent la culture de l'un et l'autre pays, et ainsi projeter une image de paix et de construction mutuelle. Donc ça, c'était il y a presque 60 ans. Et donc, presque 60 ans après, l'OFAGE a soutenu les échanges, les déplacements, les projets de plus de 9 millions de jeunes. Et donc, aujourd'hui, nous sommes actifs et soutenons tous ces projets, tous ces échanges pour les jeunes de 3 à 30 ans. Au-dessus de 30 ans, on ne considère plus que vous êtes jeune, mais en tout cas de 3 à 30 ans, et ce pour toutes les étapes de la vie des jeunes, que ce soit à l'école, que ce soit au lycée ou plus tard dans le cursus des études supérieures, dans l'insertion de la vie professionnelle ou bien dans les loisirs, le domaine par exemple du sport et de la culture. D'accord, merci. Adèle, je t'en prie. Quel est votre rôle en tant que secrétaire générale ? Alors, bien écoutez, d'abord, alors je ne suis pas la seule secrétaire générale, c'est ça qui est intéressant. L'OFAGE, nous sommes une structure, nous sommes une organisation internationale et nous sommes donc 2 à la diriger, un secrétaire général allemand qui s'appelle Tobias Bütow et moi-même, et nous sommes nommés par nos gouvernements respectifs. Donc nous dirigeons à 2 l'OFAGE qui est d'ailleurs sur 2 sites, à Paris et à Berlin. Notre rôle, c'est, je dirais, un rôle assez classique, à la fois de diriger une structure avec tout ce que ça implique, comme diriger une équipe d'hommes et de femmes, un petit peu moins d'une centaine, ce qui est un des grands plaisirs de ce job d'ailleurs, et puis évidemment de faire en sorte que nous remplissions nos missions avec tout le caractère stratégiques qu'elles peuvent avoir parfois, puisqu'on touche à des domaines sensibles que sont les jeunes, et puis aussi à la relation franco-allemande, qui est une relation extrêmement forte et investie politiquement. Et puis, par exemple, cette année, notre rôle a été aussi de nous adapter à la crise que nous connaissons et à trouver des moyens de faire en sorte que les échanges continuent alors que les mobilités n'étaient pas possibles, par exemple en s'appuyant beaucoup sur tous les développements numériques. D'accord. Et entre la création de l'OFAGE en 1963 et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce qu'il y a plus de jeunes qui partent en Allemagne ? Alors, ce qu'il y a comme différence, que je n'ai pas de chiffre exactement en tête, en revanche, c'est que depuis une vingtaine d'années, on voit qu'il y a une intensification de la mobilité entre les jeunes. D'abord, depuis Schengen, c'est beaucoup plus facile d'aller dans un pays européen, donc c'est beaucoup plus facile par définition d'aller en Allemagne ou en France. Et puis aussi, dans le cadre des études, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes qui partent faire un morceau, un bout de leurs études, ou en tout cas à l'étranger. Et donc, en Allemagne, effectivement, ce type d'échange-là s'est beaucoup intensifié.
Aussi parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que les jeunes sont assez conscients des bénéfices que peuvent avoir ces échanges ou ce déplacement, que ce soit des bénéfices personnels, comme je le soulignais au début, en termes d'ouverture à l'autre et d'ouverture à une autre culture, aussi bien que des bénéfices fait d'apprendre une langue étrangère, qui est beaucoup plus valorisée aujourd'hui, que sur le CV, d'avoir une expérience en Allemagne ou d'Allemagne en France, c'est toujours très valorisé. Ça l'est de plus en plus. Pensez-vous d'ailleurs qu'avec le Brexit et la fin du programme Erasmus en Angleterre, les étudiants européens vont davantage se tourner vers l'Allemagne pour leurs études à l'étranger ? Bien, effectivement, il y a un nombre important d'étudiants européens qui allaient en Angleterre et pour qui aujourd'hui, ça ne sera plus du tout les mêmes conditions. Donc, ils vont trouver des solutions de repli. Et je pense que aussi bien d'autres pays, la France avec ses établissements d'enseignement supérieur, que l'Allemagne, qui a aussi un niveau d'excellence académique ou d'excellence dans les voies professionnelles aussi, va en profiter, c'est clair, oui. Eh bien, merci beaucoup, Madame Anne Tallineau. Vous êtes secrétaire générale de l'OFAGE, pour avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Très belle journée à vous. Eh bien, merci et bon 22 janvier, donc journée de l'amitié franco-allemande. Passons maintenant à notre deuxième interview avec Hector. Nous allons donc désormais vous présenter la discipline non linguistique allemande, la DNL, qu'on appelle plus communément l'euro-allemand. Cette section propose un apprentissage plus approfondi de la langue allemande par des cours d'histoire et de géographie de l'Allemagne. Une trentaine d'élèves, tous niveaux confondus, assistent à ces cours d'allemand dans le lycée et nous recevons aujourd'hui un professeur. Madame Fèvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'allemand et d'allemand euro au sein du lycée Sophie Berthelot de Calais et du lycée Mariette à Boulogne. Depuis quand enseignez-vous et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir enseignante dans cette matière-ci ? Alors, j'enseigne en section euro-allemande depuis 8 ans maintenant dans les 2 établissements. C'est une opportunité qui s'est présentée à moi. J'ai déposé un CV auprès des services compétents. J'ai été désignée pour prendre en charge cette section euro. J'y ai beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup les petits groupes avec lesquels je travaille. Ce sont des élèves que j'ai la chance de suivre pendant 3 ans et que je vois progresser vraiment pendant 3 ans parce qu'à raison de 2 heures par semaine, avec des contenus ambitieux, et bien, on voit les élèves prendre confiance en eux, s'affirmer, devenir plus autonomes dans la langue, avoir du plaisir à se voir progresser. Et ça, c'est vraiment important dans la discipline. Et justement, qu'est-ce qui différencie la section européenne de l'allemand du tronc commun ? Alors, les programmes sont imposés par les IPR d'histoire-géographie. Donc, en seconde, par exemple, on aborde des termes des sujets assez ambitieux, comme le Moyen-Âge, comme la Réforme, comme le développement durable. Ce sont des sujets qu'on aborde vraiment d'un point de vue historique. On confronte nos élèves à des documents le plus authentiques possible et on les entraîne en langue allemande à analyser ces périodes. Et voilà, il y a beaucoup d'ambition dans les programmes. Et en même temps, on découvre vraiment l'histoire de l'Allemagne. Et ça plaît en général aux élèves. Et vous avez organisé de nombreux jumelages entre les élèves français et allemands. Dans quelle région êtes-vous parti et qu'est-ce que vous y avez fait ? Alors, le jumelage, c'est vraiment le cœur du métier quand on est professeur d'allemand. Ici, à Berthelot, le jumelage existe depuis 1996. Je n'ai fait que le reprendre. C'est le jumelage avec Dorsten. Un élève d'euro doit partir normalement une fois dans sa scolarité en Allemagne, dans le cadre d'un échange scolaire. Après, j'organise ici depuis plusieurs années le voyage à Berlin, qui plaît également beaucoup. On passe une semaine sur place à découvrir l'histoire de la ville, mais aussi l'histoire de l'Europe à travers le parcours que l'on propose aux élèves dans Berlin. Les régions, c'est souvent les régions avec lesquelles le Nord-Pas-de-Calais, enfin la région Hauts-de-France est jumelée. Donc on part souvent en Nordrhein-Westfalen pour les échanges. Et puis à Berlin, c'est un peu plus à l'est. Voilà ce qu'on propose à nos germanistes. D'accord. Et nous avons avec nous Sarah et Adèle, élèves de première, qui suivent vos cours. Alors Adèle, qu'est-ce que cette matière t'apporte justement ?
Donc, ce qu'elle m'apporte, c'est que tous les lundis et jeudis, je vais en cours d'allemand oraux. Et ce qui est bien, c'est qu'on est un petit groupe. Donc, on a beaucoup la possibilité de parler et de s'exprimer en allemand, parce qu'on parle énormément en allemand, presque toute la majorité du cours. Et ce qui est bien, c'est qu'on apprend énormément de vocabulaire. On voit d'autres choses qu'en allemand, on ne voit pas. Et en plus, on voit une matière qui est l'histoire et une autre matière qui est la géographie. Et c'est lié à notre programme, notamment d'histoire. Et ça nous donne des explications en plus sur ce qu'on voit en histoire dans le tronc commun. Et ici, on voit, par exemple, cette année, on a vu Napoléon en première en histoire, et on l'a vu aussi en allemand oraux, mais on voyait en Allemagne qu'est-ce qu'a fait Napoléon en Allemagne. Et c'est aussi un grand apport de culture générale. On apprend énormément de choses, et il y a une super bonne ambiance dans le groupe, donc je trouve que c'est bien. Merci Adèle. Et on revient finalement vers vous, Madame Fèvre. Comment vendriez-vous en quelques phrases la section ? Alors, je dirais oui que ce sont des conditions exceptionnelles de travail, des petits groupes avec lesquels on arrive à tisser des liens qui ne sont pas simplement des liens, des rapports d'élèves à profs. Et c'est le plaisir de voir des gens progresser en langue, gagner en autonomie, se construire. Voilà, c'est tout ça que moi j'aime dans ces petits groupes de section euro, où c'est vrai, on est une dizaine d'élèves. J'aimerais beaucoup en avoir davantage, mais quand on est 10 et que ça fonctionne bien, ma foi, tant mieux pour les élèves. Ce sont de bonnes conditions d'apprentissage. Pour peu qu'on s'intéresse à l'histoire de l'Allemagne, à son passé, à la relation qu'entretient l'Allemagne avec la France, je trouve que c'est une option qu'il ne faut pas hésiter à choisir. D'autant que j'accepte dans ce groupe, on accueille dans ce groupe des élèves de niveau très hétérogène. Tout le monde en seconde peut intégrer l'option euro. Et on a le temps, en 3 ans, d'aider les élèves qui auraient peut-être un petit retard lexical ou grammatical à rattraper ce retard. Donc il n'y a pas d'appréhension à avoir à prendre cette option. Eh bien, un grand merci à vous, Madame Fèvre, und auf Wiedersehen. Grazie. Nous allons désormais laisser la parole à Adèle et Sarah qui vont nous faire un peu de Geschichte. Parlons de l'amitié franco-allemande, outre le subtil mélange entre la baguette et la saucisse. Amitié, on n'a pas toujours utilisé ce terme. Une longue période de concurrence et de guerre a marqué les relations entre ces deux pays. Remontons le temps et faisons appel à vos cours d'histoire et à votre culture générale. Tout d'abord, en 1870 éclate la guerre franco-allemande, aussi appelée franco-prussienne. Victoire de l'Allemagne, le Second Empire chute du côté français, tandis que l'unification politique et sociale du pays allemand a lieu. Cette nouvelle société allemande sera donc désormais prête aux rivalités entre les deux pays. L'expansion de l'empire colonial de France fait grandir l'appétit allemand en quête de possession de colonies. Des tensions se créent donc, notamment la crise de Tanger en 1905 et celle d'Agadir en 1911. Les deux États frôlent des déclenchements de guerre. La vie et conflits des autres pays européens vont justement découler sur une longue et grande guerre, la Première Guerre mondiale de 14-18, dans laquelle s'affronteront notamment la France et l'Allemagne. Elle va causer la mort d'1,5 million de Français et de 2,2 millions d'Allemands. Cette guerre catastrophique devait être la dernière, la der des der. Pourtant, les pays vainqueurs vont imposer à l'Allemagne des dédommagements par le traité de Versailles en juin 1919. Le pays vivra difficilement entre exploitation, dette et reconstruction, ce qui influencera la montée du fascisme dans les années 20 en Allemagne. Les Allemands croiront donc désespérément en un potentiel sauveur, Adolf Hitler. Le pays voit alors le traité imposé comme un diktat. En soif de vengeance, Hitler envahit la Pologne en 1939 et déclenche la plus terrible et la plus dramatique guerre que l'humanité ait connue jusqu'alors, la Seconde Guerre mondiale de 1939-1945. Après sa fin le 8 mai 1945, l'Europe est détruite et tout est à refaire. Une longue période de conflit dont sortent les anciens belligérants, conscients de la destruction plus fort. C'est à partir de 1949 qu'émerge une amitié entre les deux pays ennemis, la France et la République fédérale d'Allemagne, partie ouest du territoire allemand, à l'époque divisée. Les économies des pays européens se relèvent. Ils sont aidés financièrement par le plan Marshall venant des États-Unis. Se démarquent alors les pays français et allemands qui se soudent au fil du temps et donnent par leur couple puissant une grande impulsion à la relance du territoire européen. Je vous félicite ensuite
d'être de jeunes Allemands. C'est-à-dire les enfants d'un grand peuple. Oui, d'un grand peuple. D'un grand peuple qui, parfois, au cours de son histoire, a commis de grandes fautes et causé de grands malheurs, condamnables et condamnés. Mais d'un peuple qui, d'autre part, répandit de par le monde des vagues fécondes de pensée, de science, d'art, de philosophie. Le général Charles de Gaulle s'adressait ici à la jeunesse allemande en septembre 1962 par son discours en Allemagne et en allemand. Il admettait que le pays ami était auparavant ennemi, mais il appelait la nouvelle génération à fortifier cette union par le partage enrichissant de culture. Quelques mois plus tard se concrétisa cette amitié par un fameux traité, symbolique socle de l'amitié franco-allemande. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte, non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat. Le 22 janvier 1963 a été acté le couple franco-allemand par le traité de l'Élysée entre le général Charles de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. La signature s'est faite à Paris. On en retient une accolade mémorable entre les deux dirigeants. Ce traité fixe une coopération entre les deux pays dans les domaines des relations internationales, de la défense et de l'éducation. Il a été un exemple pour les autres pays européens et offre une bonne leçon de morale, considérant que des ennemis peuvent devenir amis en communiquant et en collaborant. Ce traité est le socle de la réconciliation franco-allemande qui découlera sur de nombreuses actions entre les deux pays, dont va maintenant nous parler Sarah. Oui, suite au traité de l'Élysée, de nombreuses actions ont été réalisées et des institutions franco-allemandes ont été mises en place, comme le Conseil de sécurité et de défense franco-allemand, plusieurs entreprises franco-allemandes, et notamment l'OFAGE dont Anne Talino nous a parlé tout à l'heure, qui a permis de nombreux échanges pour les jeunes Français et Allemands. Il y a 2 ans, notre président, Emmanuel Macron, a voulu réaffirmer l'amitié franco-allemande et les relations entre les deux pays avec un nouveau traité, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle. Il s'appuie sur le traité de l'Élysée, mais modifie et réarrange un peu les relations et accords franco-allemands pour s'adapter au XXIe siècle, à ces nouveaux défis d'aujourd'hui et de demain. On va tout de suite écouter le discours qu'a fait Emmanuel Macron à l'occasion de ce traité. Et je veux rendre un hommage particulier au chancelier Adenauer et au général de Gaulle. Ce qu'ils ont accompli est unique. Et je crois qu'ils auraient été fiers et émus que 56 ans plus tard, leur traité vive et demeure. Que notre amitié se soit élargie à l'Europe entière, enfin réunie. Et que nous trouvions la force, envers et contre tout, d'écrire ensemble une nouvelle page. Des paroles inspirantes. Ce traité a donc été signé en janvier 2019 par les deux dirigeants des deux pays, Emmanuel Macron et Angela Merkel, pour renforcer la coopération allemande dans tous les domaines, que ce soit en matière de politique étrangère, de défense, les deux pays s'engagent à intervenir en cas d'agression sur le territoire de l'autre, de sécurité, d'éducation et de recherche. Dans le domaine de la recherche, par exemple, il y a des chercheurs français et allemands qui se sont associés et qui ont mis en commun leur savoir. Il y a aussi des universités comme l'UEFA, l'université franco-allemande, qui met en œuvre des programmes franco-allemands qui encouragent, qui financent des cursus franco-allemands dans plus de 130 villes universitaires. L'UEFA est financée à part égale par la France et l'Allemagne. C'est donc un bon exemple de leur coopération. Un autre exemple de la coopération des deux pays en matière de médias, c'est la chaîne Arte, que vous connaissez sûrement, qui est une chaîne de télévision franco-allemande et qui propose tous ses programmes en français et en allemand. Hormis cette relation fructifiante binationale, une autre volonté commune de la France et de l'Allemagne, travailler ensemble pour le développement de l'Union européenne. Oui, en fait, ces deux pays et leur amitié ont un enjeu particulier dans l'UE. Pour mieux comprendre, je vais vous citer Laurent Fabius, un homme d'État français. La France et l'Allemagne portent une responsabilité particulière en Europe, héritée de l'histoire et de leur poids. Chacun sait qu'une Europe dans laquelle le couple franco-allemand n'est plus moteur perdrait sa dynamique.
C'est donc en conjuguant nos forces, en étant côte à côte pour les grands choix, que nous permettrons à notre continent d'être un des acteurs majeurs de demain. Et le ministre des Affaires étrangères et du Développement international a dit « L'amitié franco-allemande n'est pas un rite désuète, mais la condition d'une Europe forte et efficace. » Les paroles de ces deux politiques montrent donc à quel point la France et l'Allemagne sont la colonne vertébrale de l'Europe et montrent donc leur importance dans son développement. Et ces deux États ont également une grande influence dans les décisions internationales, particulièrement la France, où ils font très souvent front commun, d'où l'expression « le couple franco-allemand ». Ils ont donc un poids important à l'échelle mondiale. Un autre point dont vous voulez parler, la connaissance de la langue de l'autre. Donc notre connaissance de la langue allemande et la connaissance des Allemands pour la langue française est en recul dans les deux pays, malgré les efforts des deux gouvernements. On peut déjà le voir rien qu'avec le pourcentage d'élèves qui font allemand dans le lycée, qui est largement inférieur au pourcentage d'élèves qui apprennent l'espagnol par exemple. Et c'est sûrement dû à une mauvaise image de la langue allemande et du pays allemand en général. La France et l'Allemagne ont donc la volonté d'améliorer leur image dans le pays voisin, notamment pour que l'amitié franco-allemande ne soit pas juste entre les deux gouvernements, entre les deux dirigeants, mais aussi entre les deux peuples et que chaque Français, chaque Allemand se sente concerné par cette amitié. C'est en partie pour cela, mais aussi pour se rappeler ce qu'ont dû endurer nos deux pays dans le passé, qu'on commémore tous les 22 janvier le traité de l'Élysée et à travers lui l'union de la France et l'Allemagne, comme nous le faisons aujourd'hui. Les chefs d'État ont incarné successivement cette amitié franco-allemande qui perdure, notamment le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl. Ils ont fait le tour du monde par une photo symbolique qui montre la poignée de main de ces deux chefs d'État commémorant les morts de la Première Guerre mondiale. Un autre exemple, le président Valéry Giscard d'Estaing et le chancelier Helmut Schmidt qui ont œuvré ensemble pour l'Union européenne. Ils ont proclamé en 1974 le Conseil européen qui réunit les chefs d'État de l'UE ou encore le système monétaire européen qui stabilise les monnaies européennes. Ces deux-ci sont donc également une belle incarnation de ce couple franco-allemand qui, par sa force et son unité, entraîne les autres pays. Il faut donc que cette union franco-allemande dure, persiste, et cela se fait et cela se fera notamment à travers nous, les jeunes, à qui l'humanité lègue cet héritage. Merci beaucoup Adèle et Sarah. C'est alors maintenant de l'interview avec Yang Yang. Bonjour Yang Yang, tu es élève de 10e grade au Steinbart Gymnasium dans la ville de Duisbourg en Allemagne. C'est exact, je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Tu es déjà venu en France Yang Yang pour un échange avec Calais il y a 2 ans. J'étais d'ailleurs ton correspondant. Oui. Es-tu venu en France à d'autres occasions? Non, mais avant de participer à l'échange, j'étais déjà allé 2 fois à Paris. D'accord. Quelles grandes différences t'ont frappé entre la France et l'Allemagne, plus précisément à l'école? Et quel système préfères-tu? Dans l'ensemble, je n'ai pas remarqué beaucoup de différences, sauf en ce qui concerne l'école. En France, lorsque vous venez à l'école le matin, vous devez montrer votre carte d'étudiant à un videur et vous n'êtes pas autorisé à rentrer chez vous avant d'avoir assisté à tous les cours. On n'y a rien de tel dans l'école allemande. Nous ne devons pas montrer notre carte d'étudiant lorsque nous entrons dans l'école et nous pouvons également quitter l'enceinte de l'école pendant la récréation. Et je préfère le système allemand, oui. Oui, je m'en souviens, quand je suis allé en Allemagne aussi, il n'y avait pas de carnet et pas de carte, et on pouvait rentrer très facilement dans l'école. Qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté? L'expérience, j'ai essayé de nombreux plats français, comme une sorte de fromage, mais je n'ai pas beaucoup aimé. Oui. J'ai également pu apprendre beaucoup de choses sur la ville de Calais.
Oui, je me souviens, les fromages français sont un peu spéciaux. Hein. Surtout, moi non plus, je n'aime pas les fromages bleus. Oui. C'est un peu bizarre. Aimerais-tu retourner en France? Et qu'est-ce que tu aimes là-bas? Absolument. J'aimerais surtout vous revoir. Oui. J'aimerais aussi retourner à la plage de Calais et y manger des frites. As-tu quelque chose à dire aux Français qui hésitent entre apprendre l'allemand ou l'espagnol? Je ne connais pas tout l'espagnol, donc je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet. Mais je peux dire quelque chose sur l'allemand. Je trouve la langue allemande relativement difficile à apprendre. Oui. Même en Allemagne, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas couramment leur propre langue. La grammaire et la structure des phrases sont compliquées. Néanmoins, je recommande vivement à tout le monde d'essayer des langues au moins une fois. Oui, tu as raison. Bon, l'allemand, c'est assez compliqué, même en France, on le pense. Mais en même temps, c'est un des trucs cool dans l'allemand. C'est que quand on arrive à parler allemand, c'est super classe quand même. Eh bien, merci beaucoup Yang Yang de nous avoir partagé ton avis. On espère te revoir très bientôt. J'étais également très heureux d'être ici. Oui. La prochaine fois que je serai à Calais, on ira encore manger des frites, d'accord? Bien sûr. À bientôt. Et oui, effectivement, même Yang Yang le dit, l'allemand n'est pas facile, mais c'est extrêmement exagéré quand même. Et si beaucoup de gens ne parlent pas parfaitement l'allemand, c'est parce que, comme il me l'a dit juste après, il y a une grande partie d'immigrés dans le pays, et c'est pourquoi ils apprennent la langue quand ils arrivent. Il ne faut pas non plus oublier que l'Allemagne, ce n'est pas que sa langue, c'est aussi une histoire qui est très liée à la nôtre, comme nous l'avons vu, une géographie, des paysages riches et variés, comme la Bavière, où j'aimerais beaucoup aller d'ailleurs. L'Allemagne est aussi un État fédéral, c'est pourquoi on y trouve des systèmes très variés, ce qui rend la visite de ce pays encore plus divertissante d'après moi. Ne réduisez donc pas l'allemand à sa langue et venez manger des frites sur la plage avec nous. Et tout de suite, nous interviewons Monsieur Merlin. Nous recevons en direct Monsieur Merlin, magicien de l'allemand, au lycée Sophie Berthelot, que vous connaissez peut-être. Bonjour monsieur. Bonjour et merci pour l'invitation. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir enseignant d'allemand? Est-ce une passion pour la matière depuis votre première année d'apprentissage, une expérience en particulier, ou bien peut-être de la famille en Allemagne? Alors, mon histoire avec l'allemand elle est assez originale. Hein. J'ai commencé l'allemand comme tout le monde, enfin avant on commençait en 4e à l'allemand. Je détestais l'allemand en 4e et en 3e. Je n'ai pas eu de professeur en seconde. Et en première, hein, j'ai eu une prof qui était vraiment super, qui m'a permis vraiment de découvrir l'allemand. Et on a participé à un échange scolaire en fait, hein, avec la ville de Herkner à Berlin. Et voilà, ça a été le coup de foudre hein, pour le pays et pour sa culture. Donc à ce moment-là, je me suis dit voilà, c'est vraiment une langue que j'aimerais parler couramment. Et puis par la suite, hein, j'ai continué à mes études à la fac où j'ai pas réussi à me positionner sur l'anglais ou l'allemand, donc j'ai décidé d'étudier les deux langues. Voilà, donc je suis sorti avec une licence de langues étrangères appliquées de la fac. Je me prédestinais au départ au métier de professeur des écoles, donc c'est-à-dire pour les petits. J'ai commencé la formation, j'ai commencé les stages en maternelle, etc. Et je me suis dit non, le public me convient pas du tout. J'étais en parallèle assistant d'éducation dans un collège, donc du coup c'est vrai que j'avais les deux publics en même temps et je pouvais un peu comparer et je me sentais vachement plus à l'aise dans le collège, donc du coup je me suis dit voilà, je vais enseigner mais dans le secondaire. Donc la deuxième question que je me suis posée, c'est quelle matière est-ce que j'aimerais enseigner, l'anglais ou l'allemand, sachant que l'allemand, voilà, j'avais fait des études pas très très poussées en allemand. Je me suis dit l'anglais j'ai pas trop envie, ça me tente pas trop. Donc je me suis dit il faut que je me lance dans l'allemand, il faut que j'aille perfectionner. Et je me suis dit il faut que je parte. Hein, dans tous les cas, il faut que je parte en Allemagne. Donc j'ai postulé à un poste d'assistant de langue française hein, dans un lycée allemand. J'ai été accepté. Et donc je suis parti 1 an hein, pour une mission d'1 an en tant qu'assistant de langue française dans un lycée dans la région d'Hanovre à Mellendorf, dans un gymnasium.
Voilà, une expérience juste incroyable, hein. C'est vraiment l'expérience de ma vie qui m'a permis de vraiment progresser en allemand, dans l'objectif de devenir enseignant d'allemand en France. Dans votre carrière, vous avez connu 2 systèmes éducatifs bien différents. Pensez-vous que notre système éducatif français est obsolète ? Faudrait-il plutôt passer à des demi-journées en France ? Alors c'est vrai que les 2 systèmes éducatifs sont très très différents. On a déjà un système scolaire au niveau des établissements qui est différent. On ne peut pas comparer les deux systèmes. Ce serait compliqué de dire que le système français est obsolète. On a vraiment notre système à nous et les Allemands ont leur système scolaire également. C'est vrai qu'il y a des grandes différences. Donc, on en parle en classe. C'est vrai que les Allemands ont peut-être des journées beaucoup plus courtes, d'accord, mais ils ont beaucoup moins de vacances que nous. Donc je vous repose la question, est-ce que les élèves français préféreraient avoir moins de vacances et des journées un peu plus courtes, d'accord, ou l'inverse? Voilà, donc vous voyez, vraiment les deux côtés, il y a des points positifs, des points négatifs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Allemagne, il y a une année supplémentaire, d'accord, au lycée. Alors en Allemagne, on a un établissement général qui est le Gymnasium, où le collège et lycée en fait est mêlé. Donc vous avez une année supplémentaire, c'est-à-dire que vous passez le bac, le Abitur en Allemagne, vous êtes quasiment tous majeurs, 18-19 ans. D'accord, donc vous avez une année supplémentaire avant de rentrer à l'université. Donc voilà, les deux systèmes se valent dans tous les cas, même si j'appréciais fortement de terminer à 13h mes cours tous les jours. Donc, c'est plutôt pas mal. D'accord, merci. Selon vous, que peut apporter l'apprentissage de l'allemand à un élève ? Que peut apporter l'apprentissage de l'allemand à un élève ? C'est une grande question. Pour les élèves qui habitent le nord de la France, je pense qu'on est très proche de l'Allemagne. Donc dans tous les cas, ça va vous apporter des avantages professionnels incroyables derrière sur votre CV, sur vos prochains entretiens d'embauche, etc. C'est toujours un plus de parler l'allemand. Je veux dire, pour ceux qui apprennent l'espagnol, c'est vrai qu'on est beaucoup plus loin de l'Espagne, donc c'est pas forcément quelque chose que les recruteurs vont rechercher en priorité dans les entreprises, les grandes entreprises des Hauts-de-France par exemple, ou bien tout au nord de Paris. Donc je pense que ça c'est vraiment ce qui peut vous apporter peut-être plus de chance sur le CV, donc ça c'est vraiment primordial. Et après voilà, je suis devenu vraiment enseignant d'allemand pour pouvoir partager ma passion pour l'Allemagne, ma passion pour l'Autriche, pour la Suisse également. On parle toujours de l'Allemagne, mais il ne faut pas oublier non plus les 2 autres pays germanophones. Voilà, c'est vraiment un pays très très riche, et c'est vraiment ce que j'essaye de donner vraiment dans l'ensemble de mes cours en suivant les programmes, de vous faire découvrir vraiment des choses que j'ai vraiment adorées en Allemagne. Et voilà, je vous conseille vivement d'aller passer des séjours vraiment en Allemagne pour découvrir toute la culture qui est tellement riche, autant historique que culturelle. Bien, merci beaucoup monsieur, c'est très intéressant de connaître votre avis à ce sujet, parce que ça rejoignait ce que j'appuyais avant, que l'allemand ne se réduisait pas qu'à sa langue, comme vous l'avez dit, vous détestiez l'allemand étant plus jeune, et ensuite en découvrant le pays et sa culture, vous avez adoré. Bien, merci beaucoup à tous, c'est la fin de cette émission. Merci à nos intervenants, à Anne Tallino, secrétaire générale de l'OFAGE, Madame Fèvre et Monsieur Merlin, tous deux professeurs d'allemand au lycée. Merci à notre ami allemand Yang Yang, et merci à toute l'équipe, Victor, Hector, Sarah, Candice, Adèle, Laura, Jane, Anja. Merci à vous aussi, public, et de nous avoir écoutés, et à vous, auditeurs, auditrices, quand vous écouterez ce podcast. Le concours de dessin organisé par Monsieur Merlin a eu beaucoup de succès, il y a eu de nombreuses participations, mais seulement 3 vainqueurs, malheureusement. Elisa et Logan en seconde veille, ainsi que Naomi en première G5. Merci d'avoir participé et bravo à vous.